Pendant un moment, mon mari et moi avons envisagé de tenter un double rendez-vous. Nous étions ensemble depuis 20 ans, avec 3 filles. Notre vie était stable, heureuse, mais la routine s'était installée dans notre intimité. On parlait parfois d'ouvrir le couple, puis on laissait tomber. Trop risqué, trop effrayant. Et puis, un jour de Saint-Valentin, on s'est dit « tant pis, on essaie ». On a cherché des partenaires sur Facebook, en évitant soigneusement les gens qu'on connaissait. À notre surprise, c'était d'une facilité déconcertante. Des couples, des groupes entiers, des communautés dédiées à l'échange de partenaires. Mais l'ambiance très directe, presque brutale de beaucoup de propositions nous mettait mal à l'aise. Après quelques recherches, on est tombé sur Richard et Cynthia. Richard disait diriger une petite boîte de logiciels, donc financièrement à l'aise, mais dans les messages, il restait poli, posé, respectueux. Ça nous a rassurés. On a fixé un dîner pour la Saint-Valentin, en se disant qu'on verrait sur place sans obligation d'aller plus loin. On a laissé notre fille aînée gérer ses sœurs pour la soirée, puis on est parti au restaurant. Ils étaient déjà là. Premier choc, ils ne ressemblaient pas du tout à leurs photos. Richard avait une barbe énorme, des sourcils broussailleux qui lui mangeaient le visage. Cynthia, elle, avait le visage figé par le botox, presque inexpressif. On s'est assis quand même. Discussion banale, politesse, sourire. Puis, Cynthia a lâché une phrase qui m'a glacé. Elle a parlé de notre quartier en le nommant précisément. Je lui ai demandé comment elle savait ça. Elle a répondu que c'était indiqué sur mon profil Facebook. J'ai hoché la tête, mais j'étais presque certaine de ne jamais avoir publié cette info. Je me suis levé pour aller aux toilettes. Cynthia m'a suivi sans y être invitée. Dans la cabine, j'ai vérifié mon profil, puis celui de mon mari. Rien. Aucune mention de notre quartier, seulement la ville qui compte des centaines de zones. Un mauvais pressentiment m'a traversé. Si elle connaissait le quartier, connaissait-elle aussi l'adresse? Qu'est-ce qu'ils avaient fouillé sur nous? En sortant, Cynthia m'attendait, sourire figé. Elle m'a dit que j'avais l'air tendu, puis elle a sorti une petite pilule blanche de son sac. Ça va t'aider à te détendre, à t'ouvrir à cette grande opportunité. Aucune idée de ce que c'était. J'ai refusé. En retournant à table, j'ai envoyé un message à ma fille. On rentrerait probablement plus tôt. En regardant mon mari, j'ai compris que sa discussion avec Richard avait été tout aussi étrange. On a essayé d'écourter la soirée, mais ils ont insisté. Au moins le dîner, au moins un verre. On pouvait toujours renoncer après, disait-il. On est resté, à contre-cœur. La conversation était lourde, forcée. Et leur regard changeait. Ils nous observaient comme des proies. Ils ont même insisté pour qu'on prenne un dessert. Quand enfin le repas s'est terminé, ils ont tenté de nous convaincre de rentrer chez eux. On a refusé net. On les a laissés sur place et on est parti. Dans la voiture, mon mari m'a confié que lui aussi avait reçu une pilule. Plus de doute, ces gens étaient dangereux. Mais une autre angoisse montait. Ma fille ne répondait pas toujours, ni aux messages, ni aux appels. Puis des textos sont arrivés, incompréhensibles, confus. J'ai dit à mon mari d'accélérer. En arrivant, c'était le chaos. Voiture de police, ambulance, porte d'entrée défoncée. J'ai couru à l'intérieur, cherchant mes filles. Rien que des policiers. Je fouillais chaque pièce en pleurant sans comprendre ce qu'on me disait. J'étais persuadé de les avoir perdues. Mon mari m'a finalement entraîné dehors, dans le jardin. Mes filles étaient là, vivantes, sous le choc, mais indemnes. Ma fille aînée m'a serré dans les bras en s'excusant. Elle avait essayé de faire entrer son petit ami en cachette. Quand il est arrivé, il a vu 2 fourgons sans fenêtre garés dans l'allée. Il a senti le danger. Elle a rassemblé ses sœurs et les a cachées dans l'abri de jardin. Des hommes masqués sont sortis des fourgons et ont forcé l'entrée. Pensant la maison vide, ils ont fouillé, puis sont repartis. Le petit ami avait déjà appelé la police. J'étais soulagé et terrifié. Ce soir-là, j'ai compris pourquoi Richard et Cynthia voulaient absolument nous retenir ou nous emmener avec eux. C'était pour nous sortir de la maison.
La police a enquêté. Carte bancaire fausse, entreprise fictive, Airbnb loué sous une fausse identité. Conclusion, une organisation liée au trafic d'êtres humains. Ils n'ont jamais été retrouvés. Et aujourd'hui encore, je repense à une seule chose. À quel point on est passé près de détruire la vie de toute notre famille. Pour te donner un peu de contexte, je suis une femme et cette histoire s'est passée quand j'étais au lycée. J'étais en 2e année, une élève plutôt moyenne. J'avais un bon groupe d'amis avec qui je discutais à l'école et avec qui je sortais parfois. À cette époque, je ne sortais avec personne quand la Saint-Valentin est arrivée. Pour moi, c'était un jour comme les autres, mais dans mon lycée, on pouvait acheter une rose pour quelqu'un. Elle était ensuite livrée pendant l'heure d'études par des assistants enseignants. En général, les garçons offraient des roses à leurs petits amis. Donc, ce jour-là, je ne m'attendais clairement à rien. J'étais en permanence dans une salle de cours d'espagnol en train de faire mes devoirs quand une élève est entrée avec plusieurs roses à la main. Elle a appelé quelques prénoms, les filles ont levé la main et elle leur a remis leurs roses. Puis elle a prononcé mon nom. J'ai levé la main, surprise, et elle m'en a donné une. Sauf que je n'avais aucune idée de qui me l'avait envoyée. Une amie dans la classe m'a demandé de qui ça venait. Je lui ai dit que je n'en savais rien. On a commencé à faire des hypothèses, mais je ne voyais aucun garçon susceptible d'avoir fait ça. J'avais bien un petit béguin pour un joueur de l'équipe de foot avec qui je parlais parfois, alors j'espérais vaguement que ça vienne de lui. Mais honnêtement, on n'était pas assez proches pour ça. Toute la journée, j'ai essayé de comprendre qui avait envoyé la rose. Personne ne savait rien. Mon dernier cours était sciences. Une fois terminé, je suis allé à mon casier pour récupérer mes affaires. Là, j'ai vu un mot accroché dessus. Je l'ai détaché et lu. « J'ai vu que tu as reçu la rose que je t'ai envoyée. J'espère qu'elle te plaît. » L'écriture était brouillonne, aucun indice. J'ai regardé autour de moi dans le couloir bondé, rien. Je suis rentré à pied, comme d'habitude. Je n'avais pas encore le permis et on habitait tout près du lycée. 15 minutes de marche, toujours le même trajet et d'ordinaire, je rentrais seul. Ce jour-là, à mi-chemin, je me suis retourné sans trop savoir pourquoi et j'ai remarqué un garçon loin derrière moi, trop loin pour entendre ses pas. Je l'ai reconnu de vue, il était dans le lycée mais pas dans ma classe. Très grand, cheveux blonds, bouclés, lunettes. C'était inhabituel, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. En arrivant dans mon allée, je me suis retourné encore une fois. Il était toujours là, au loin, marchant dans ma direction. Je ne savais pas qu'il habitait dans le quartier, je ne l'y avais jamais vu. J'ai trouvé ça étrange. Je suis entré, puis je me suis installé dans ma chambre pour travailler. Environ 15 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. J'étais seul, mes parents travaillaient encore. Quand je suis arrivé à la porte, il n'y avait plus personne. Personne dehors non plus. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. 2 heures plus tard, mes parents sont rentrés. Ma mère est entrée dans ma chambre et a posé une enveloppe sur mon bureau. Elle l'avait trouvée devant la porte avec mon nom dessus. J'étais encore plus troublé. Je l'ai ouverte. C'était la même personne, celle de la rose et du mot au casier. La lettre disait qu'il voulait me voir le lendemain matin à 7h30 avant les cours sur le parking arrière du lycée. J'étais presque sûr que c'était le garçon qui m'avait suivi. Le côté mystérieux et insistant me mettait mal à l'aise. Je ne lui avais jamais parlé et il ne m'attirait du tout. J'ai quand même décidé d'y aller pour le remercier poliment et lui dire clairement que je n'étais pas intéressé et qu'il n'avait pas à me suivre. J'arrivais déjà vers 7h30 d'habitude. Les cours commençaient à 7h50. Le parking arrière était calme, surtout utilisé pour les matchs ou les événements sportifs. Quelques voitures étaient garées, mais personne dehors. Puis, la portière d'une voiture s'est ouverte. Le garçon en est sorti. Aucun doute, c'était lui. Il est venu vers moi, m'a dit bonjour et s'est présenté. James.
Il a confirmé qu'il avait envoyé la rose. Je lui ai répondu que je m'en doutais, puisqu'il m'avait suivi chez moi. Il a dit que c'était seulement pour pouvoir déposer la lettre. Avant que je parle, il m'a proposé qu'on discute dans sa voiture. J'ai refusé. J'ai dit que je devais aller en cours et que je n'étais pas intéressé. Il a insisté. Il devrait que je vienne avec lui, passer la journée ensemble, sécher les cours, partir quelque part en voiture. J'ai dit non et je suis parti. C'est là qu'il s'est mis à me suivre rapidement. Je me suis retourné, il accélérait. J'ai couru vers le bâtiment, il s'est mis à me poursuivre à pleine vitesse, puis il a arrêté quand je me suis rapproché du parking principal, où des gens auraient pu le voir. J'ai pu rentrer au lycée, j'espérais ne jamais le revoir. Les jours suivants, il m'a envoyé quelques messages insultants sur les réseaux. Je l'ai bloqué partout. Après ça, je l'ai presque plus jamais croisé. C'était un terminal qui séchait souvent les cours. De loin, la Saint-Valentin la plus dérangeante que j'ai jamais vécue. Je suis une femme célibataire et je vis seule dans un appartement d'une chambre. J'habite au rez-de-chaussée et j'y ai emménagé environ 1 an plus tôt. Cette histoire s'est déroulée le jour de la Saint-Valentin de l'année dernière. Mon nouvel appartement se trouvait dans un grand immeuble récent. J'y vivais depuis 1 ou 2 semaines seulement quand la Saint-Valentin est arrivée. Ce matin-là, je devais partir travailler à 7 heures. En ouvrant ma porte pour sortir, j'ai vu une carte de Saint-Valentin en forme de cœur scotchée dessus. Sur le moment, j'ai pensé que ça venait de la gestion de l'immeuble. Il m'avait déjà laissé un petit pack de bienvenue avec des cadeaux, donc ça ne m'a pas semblé étrange. Je ne l'ai même pas lu. Je l'ai posé sur le plan de travail pour la regarder en rentrant. Le soir, en la lisant enfin, j'ai compris immédiatement que ça ne venait pas de la direction. Mon prénom était écrit dessus, à la main. À l'intérieur, le message disait que j'étais probablement la plus belle femme de tout le complexe résidentiel et que l'expéditeur espérait passer la prochaine Saint-Valentin avec moi. Là, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Le ton était bizarre, trop personnel. Je ne connaissais encore personne dans l'immeuble. J'avais à peine échangé 2 mots dans les couloirs. Quelqu'un m'observait, c'était évident. Quelques heures plus tard, j'étais dans ma cuisine en train de préparer à manger. La cuisine est à l'avant de l'appartement, près de la porte d'entrée. Depuis le plan de travail, je vois le salon et, au fond, la baie vitrée qui donne sur le patio. Il était environ 19 heures, il faisait nuit. En levant les yeux, j'ai vu un homme debout dehors, collé à la vitre, en train de regarder à l'intérieur. Je ne l'avais jamais vu. Je me suis immédiatement baissé derrière le comptoir. Quand j'ai regardé de nouveau, quelques secondes plus tard, il avait disparu. J'ai compris que ça devait être celui qui avait laissé la carte. Je me suis demandé s'il n'avait pas déjà observé mes fenêtres avant sans que je m'en rende compte. Rien que cette idée me mettait mal à l'aise. J'ai envisagé d'appeler la police, mais je n'avais presque aucun signalement. Aperçu 1 seconde, de nuit. Homme blanc, environ 1,80 m, cheveux foncés, c'était tout. J'ai quand même envoyé un mail à la gestion de l'immeuble pour signaler l'incident. J'ai fermé mes rideaux et essayé de passer la soirée normalement. Vers 23 heures, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai cru entendre ma poignée de porte tourner. Je me suis figé. Puis, quelqu'un a frappé. Mon cœur s'est emballé instantanément. J'ai pris mon téléphone, prêt à appeler la police. Je me suis approché en silence et j'ai regardé par le judas. C'était l'homme de la fenêtre, ou quelqu'un qui lui ressemblait fortement. J'ai appelé la police immédiatement, puis je suis retourné dans ma chambre pour leur parler à voix basse. 1 minute plus tard, il a frappé encore, puis une autre fois. Les policiers étaient en route. Ensuite, il s'est mis à crier qu'il avait besoin d'aide, demandant si quelqu'un était là, suppliant qu'on lui ouvre. C'était clairement une tentative pour me pousser à déverrouiller la porte. Après ça, plus un bruit. J'ai cru qu'il était parti. En réalité, il est resté jusqu'à l'arrivée de la police. Ils l'ont interrogé, puis m'ont interrogé aussi. Il n'a pas été arrêté, mais il a été expulsé de l'immeuble et interdit d'y revenir. Je ne l'ai jamais revu depuis. Un jour, à l'école,
J'ai discuté par hasard avec une fille de ma classe qui s'appelait Caroline. Nous avons parlé et échangé nos coordonnées. Mais comme les vacances d'hiver commençaient le lendemain, je ne pensais pas la revoir un jour. Cependant, nous avons fini par nous envoyer beaucoup de SMS et nous appeler souvent sur FaceTime. Nous avons tellement discuté que j'étais impatient de retourner à l'école juste pour la voir. Quand j'ai revu Caroline en personne, j'ai soudainement réalisé que j'avais des sentiments très forts pour elle. J'ai avoué mes sentiments, soulagé et ravi. Elle ressentait la même chose. Nous avons passé du temps ensemble après l'école ce jour-là, mais elle m'a dit que son père serait furieux si elle commençait à sortir avec un garçon avant qu'il ait pu le rencontrer. J'étais nerveux à cette idée, mais j'ai accepté d'aller chez elle pour le rencontrer. En fin de compte, son père était tout à fait d'accord pour que nous sortions ensemble, et j'étais content que lui et moi ayons pris un bon départ. Caroline m'a emmené dans sa chambre pour passer du temps ensemble, la porte ouverte. Nous avons discuté pendant un moment, nous rapprochant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il semble que nous allions nous embrasser. Mais soudain, un garçon est entré dans la pièce. Il avait notre âge et semblait surpris de me voir là. J'étais perplexe, car je savais que Caroline n'avait pas de frère, alors j'ai commencé à penser qu'elle avait un autre petit ami. Elle m'a rapidement expliqué que ce type était son cousin, Anthony, qui habitait à proximité et venait souvent nous rendre visite à l'improviste. Elle a même demandé à Anthony s'il voulait se joindre à nous, mais il a répondu avec amertume qu'il allait nous laisser tranquilles. Cette interruption était bizarre, mais avec ma première petite amie assise à côté de moi sur le lit, je l'ai presque instantanément oubliée. Nous nous sommes embrassés et câlinés pendant des heures. À partir de là, notre relation s'est rapidement intensifiée. Je l'emmenais en rendez-vous presque tous les jours. Nous déjeunions ensemble à l'école et nous avons pratiquement cessé de fréquenter ses amis. Mes amis m'ont soutenu avec enthousiasme, m'encourageant même à séduire une fille méchante. Les amis de Caroline, en revanche, ne l'étaient pas. Elle m'a dit qu'ils étaient méchants avec elle, qu'elle la traitait de hypocrite et l'ignorait. Elle recevait même des SMS anonymes horribles, la traitant de sorcière dévergondée et de traîtresse. Certaines des choses qu'elle lui disait étaient tout simplement épouvantables. Je lui ai dit que je m'en occuperais, mais elle ne voulait pas que je me prenne à ses amis. J'ai accepté de rester calme, mais j'avais du mal à croire que ses soi-disant amis puissent lui dire des choses aussi méchantes. Mais ce n'était pas le seul problème. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que nous étions surveillés à l'école. C'était comme si tout le monde nous regardait de travers, parlait dans notre dos et répandait des rumeurs. Je voulais nous éloigner de tout ce drame, alors j'ai emmené Caroline déjeuner. Nous nous sommes assises près d'une fenêtre. Pendant que nous attendions notre commande, j'ai reçu un SMS du même numéro inconnu. Mais cette fois-ci, il ne me traitait pas seulement de voleuse d'amis assoiffée, c'était une menace de mort. J'ai décidé de ne rien dire à Caroline pour ne pas l'effrayer. Environ 10 minutes plus tard, nous avons commencé à manger. C'est alors que j'ai remarqué par-dessus son épaule qu'un personnage louche à vélo s'était arrêté devant le restaurant et regardait à l'intérieur. Il portait une capuche sur le visage, donc je ne pouvais pas voir qui était ni s'il nous regardait, mais il m'a donné la chair de poule. Je n'en ai pas parlé à Caroline, je voulais qu'elle reste de bonne humeur. Plus tard, nous sommes allés voir un film, une comédie romantique un peu niaiseux. Nous nous sommes assises tout au fond pour avoir un peu d'intimité. Mais juste avant que le film débute, j'ai aperçu une personne seule entrer dans la salle et s'asseoir près de l'avant. C'était étrange de voir une personne seule là-bas, alors que tout le monde était accompagné. Il faisait trop d'ombre pour que je puisse voir qui était, mais quelque chose chez cette personne m'était familier. Bien sûr, Caroline s'est avérée être une source de distraction. Nous avons passé tout le film à nous embrasser. À la fin, j'ai compris à son regard que le moment était finalement venu. Je suis allé nous garer dans un parc voisin. Il était tard, donc il n'y avait personne dans le parking. J'ai garé et éteint les phares. Puis nous nous sommes glissés sur la banquette arrière. Nous avons commencé à nous embrasser et à nous habiller. J'étais excité. J'allais finalement perdre ma virginité. Puis tout d'un coup, quelqu'un a commencé à frapper à la vitre comme s'il voulait la briser. Il a braqué une lampe torche puissante à l'intérieur de la voiture et nous a crié de sortir. Je pensais que nous étions pris par la police, alors nous avons rapidement remis nos vêtements. Puis j'ai ouvert la porte, mais ce n'était pas un policier qui se tenait devant la porte. C'était Anthony, le cousin de Caroline. Il m'a tiré dehors et s'est mis à me frapper. J'ai riposté, mais je ne voulais pas le blesser gravement. Caroline nous a rapidement séparés et a essayé de calmer Anthony. Mais il était hors de lui, hurlant et sanglotant de rage, affirmant que je lui avais volé Caroline.
Soudain, tout est devenu clair. C'était lui qui nous suivait et nous envoyait des SMS menaçants parce qu'il aimait Caroline. C'est dans cet esprit que j'ai essayé de raisonner Anthony. Mais dès que j'ai ouvert la bouche, il a sorti un couteau et l'a placé contre sa gorge. Je me suis précipité, je l'ai plaqué au sol et je lui ai pris le couteau. Il s'est débattu, mais heureusement j'ai réussi à le maîtriser. Caroline a appelé la police, qui l'a placé sous la loi Baker. Grosso modo, cela signifie qu'il a été arrêté, mais au lieu d'être inculpé, il a été placé dans un établissement pendant quelques jours jusqu'à ce qu'il ne représente plus danger à lui-même ou à autrui. Anthony a ensuite été forcé de changer d'école et de vivre avec un autre membre de sa famille. Après cela, les choses sont revenues à la normale, ou presque. Caroline et moi avons toujours une relation engagée et passionnée, mais l'affaire Anthony plane encore parfois au-dessus de nous.